La manière d'utiliser un chauffage diesel va largement impacter son efficacité, sa consommation et sa durée de vie. Dans la vidéo de la semaine dernière, j'ai montré comment j'ai installé mon chauffage diesel Autotherm 4D dans mon fourgon. Aujourd'hui, je vais surtout m'appliquer à montrer comment l'utiliser le plus efficacement possible pour un meilleur confort, pour limiter la consommation et le risque d'encrassement. Avant de passer à l'utilisation du chauffage, comme vous avez été nombreux à me le demander, je posterai la semaine prochaine une vidéo sur l'isolation. Il y aura même probablement 2 vidéos, une sur les solutions et mon choix, et l'autre sur la mise en œuvre. Donc voilà, maintenant que le chauffage est installé, on va regarder comment il fonctionne et comment fonctionne le panneau de commande. Alors à noter que ce panneau de commande, c'est pas celui qui est livré en même temps que le chauffage d'origine, c'est une option qui vaut entre 50 et 100 euros, je crois, je ne me rappelle plus, qui est à mon avis très utile si vous vivez à l'intérieur de votre fourgon et que vous allez comme moi souvent dans des endroits où la température va être très basse par exemple, avec des écarts de température très importants dans des périodes très courtes parce que les capacités de réglage sont un petit peu supérieures sur ce panneau de commande. Alors ce panneau de commande, une fois qu'il est en route, on appuie là pour venir sélectionner le mode général. Donc on va venir commencer par les paramètres, c'est le plus simple. Bon, réglage de la date et de l'heure, on ne va pas s'éterniser dessus, c'est pas très compliqué. On a le réglage de l'affichage, là c'est un peu plus intéressant. On peut régler la langue, donc là c'est français. On peut régler les unités. Métrique, ça va vous donner les températures en degrés Celsius et le reste en degrés Fahrenheit. La luminosité, c'est celle de l'afficheur. Donc tout va dépendre. S'il est au soleil par exemple, vous allez peut-être devoir mettre une luminosité supérieure. Et enfin, le mode de veille avec 2 possibilités, en mode économiseur ou en mode normal. En mode économiseur, il va garder une petite luminosité sur votre afficheur. Et en mode normal, il va l'éteindre totalement. Et le timeout, c'est la durée pendant laquelle il va rester allumé une fois que vous ne l'utilisez plus. Voilà. Bon, rien de bien particulier sur ce paramétrage. Après, on a les paramètres du chauffage. On a accès à 2 capteurs de température. Le premier, il est dans le panneau de commande, donc dans votre habitacle normalement. Et le second, il est à l'entrée de l'air du chauffage. Pas extérieur, hein, bien sûr, l'entrée de la soufflerie. Donc à vous de choisir en fonction de l'endroit où est votre chauffage et où est votre panneau de contrôle, de manière à avoir la température la plus pertinente. Pour mon cas, j'utilise la température qui est enregistrée par le panneau de commande, tout simplement parce qu'il est dans l'habitacle, à une bonne hauteur et qu'il n'est pas très proche des bouches de chauffage, alors que mon chauffage est à l'intérieur d'un coffre et que ce coffre peut être soumis à des températures très différentes de celles de l'habitacle. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, dans les paramètres avancés du chauffage, il va y avoir la tension de coupure. Donc ça, c'est assez simple. Lorsqu'on l'active, on va pouvoir choisir une tension en dessous de laquelle le chauffage va s'arrêter. Donc par exemple 12 volts. Et la durée après laquelle il va s'arrêter. C'est-à-dire si vous activez, que vous mettez 12 volts et que dans la durée vous mettez 9 minutes, une fois que la batterie va passer sous les 12 volts, si elle reste sous les 12 volts pendant 9 minutes, il va s'arrêter. C'est une durée beaucoup trop longue, hein, si vous devez utiliser ce système, je vous conseille 3 minutes. Ça évite que le système s'arrête alors que votre batterie est juste un peu basse parce qu'il y a un gros consommateur qui s'est mis en route. Mais si jamais elle est vraiment basse, ça ne la protège pas suffisamment pendant 9 minutes. Voilà. Alors moi, c'est un système dont je ne me sers pas du tout parce que j'ai un gros parc batterie et qui n'est pas du tout stressé par l'utilisation du chauffage. Voilà les paramètres avancés. Et enfin, dernier paramètre que l'on peut régler, c'est les LED. Alors les LED, c'est facile, c'est les 2 petites loupiottes que l'on a ici. Et on va pouvoir les activer comme c'est le cas maintenant ou les désactiver, auquel cas elles ne s'éclaireront plus du tout. Quand c'est activé, elles sont en rouge quand le chauffage fonctionne, elles clignotent au rouge lorsqu'il y a une erreur sur le chauffage, qu'il est en panne. Elles sont vertes lorsqu'il est en mode arrêt, en train de s'arrêter. Parce que lorsqu'il s'arrête, comme il est chaud, la soufflerie va durer pendant 2-3 minutes pour le refroidir. Et ensuite, elle est bleue clignotante lorsqu'il y a des minuteries qui sont programmées. Donc voilà pour les paramètres. Minuterie, on les verra à la fin. Et enfin, on a le mode ventilation. Alors, c'est un mode un peu particulier parce que c'est un mode où il y a que, comme son nom l'indique, il n'y a que la ventilation qui fonctionne. Il n'y a pas de combustion. Alors, il peut y avoir un intérêt à ce mode-là, notamment quand la température dans le coffre dans lequel le chauffage est installé est plus favorable que celle de l'habitacle. Je vous donne un exemple. Il fait 30 degrés dans l'habitacle, il fait 25 dans le coffre. Si vous mettez la ventilation,
votre ventilateur va envoyer de l'air à 25 dans votre habitacle qui est à 30, ça sera pas mal. Pareil pour l'hiver, s'il fait 12 dans votre fourgon et que dans le coffre il fait 20 par exemple, si vous mettez que la ventilation, ça va vous permettre d'avoir de l'air à 20 degrés qui rentre dans le fourgon. Tout ça sans que le chauffage ne démarre. Donc voilà, avant de passer au timer, on va donc venir aux différents modes de chauffage. Ce système-là, l'autotherme 4D comme le 2D, possède 4 modes de chauffage. Le premier mode, c'est le mode température. Alors dans ce mode, c'est assez simple. On choisit une température cible, on choisit une durée d'utilisation, et durant la durée d'utilisation, le chauffage va fonctionner tout le temps. C'est-à-dire qu'il va essayer de compenser la température en fonction de la puissance de combustion, mais il ne va pas s'arrêter. Donc par exemple, si je le mets en route maintenant, vous voyez, si je prends 18 degrés en température cible alors qu'il fait 24 dans le fourgon, si je valide et que je le mets en route, le chauffage va quand même démarrer. Donc ça veut dire que c'est un mode qui n'est pas du tout adapté au moment où vous êtes dans des zones où la température est froide, donc il faut le chauffage, mais pas suffisamment froide pour que le chauffage tourne H24 en fait. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, c'est que lorsque la température cible va être atteinte ou dépassée, le chauffage va se mettre en combustion minimale. Et ça, c'est un risque d'encrassement important, mais je vous en parlerai un petit peu plus en détail à la fin. Donc voilà, une fois qu'on est dans ce mode, si on valide, on peut choisir la durée d'utilisation. Donc ça va de l'infini à 12 heures, avec tous les trucs intermédiaires. Et puis c'est à peu près tout. Le deuxième mode de chauffage, c'est le mode puissance. Alors là, rien de plus simple. Quand vous le validez, vous venez choisir la puissance entre 1 et 10. C'est tout simple. Et vous venez choisir la durée de fonctionnement. Pareil, entre l'infini et 12 heures, avec toutes les marges que vous voulez par 5 minutes. Avec une durée minimum de 30 minutes dans tous les cas. Bon, ça c'était un mode de chauffage tout bête, qui ne tient pas en compte de la température. Hein. Et je vous expliquerai un petit peu pourquoi il faut faire très attention en l'utilisant et comment moi je l'utilise quand je l'utilise. Le troisième mode de chauffage, c'est le mode chaleur et ventilation. Alors on commence à rentrer dans un mode un petit peu plus compliqué. Parce qu'en fait, dans ce mode-là, vous allez sélectionner toujours pareil une température cible, donc on garde 18. Et là, lorsque votre température descend de 2 degrés, comme on a vu tout à l'heure dans le réglage, dans le paramétrage, en dessous de la température cible, donc par exemple si on avait 16, votre chauffage démarre. Si la température monte à 19 degrés, c'est-à-dire 1 degré au-dessus de la température cible, votre chauffage s'arrête. Mais dans tous les cas, quand je dis chauffage, je parle de combustion. Donc la combustion s'arrête et redémarre en fonction de la température intérieure, mais par contre la ventilation reste tout le temps. C'est-à-dire que dans ce mode-là, le chauffage va se réguler par arrêt et redémarrage successifs, mais la ventilation, elle, va tourner en permanence. Alors c'est pas un mode que j'utilise, mais qui peut avoir son intérêt à l'occasion. Et pareil, lorsque vous le validez, vous pouvez choisir sa durée entre l'infini et 12 heures, par pas de 5 minutes, avec 30 minutes minimum. Enfin, le quatrième et dernier mode de chauffage, c'est le mode thermostat. Donc dans le mode thermostat, vous allez toujours pareil, choisir une température cible, une durée d'utilisation, et comme dans le mode chaleur plus ventilation, le chauffage va s'arrêter et redémarrer en fonction qu'il est au-dessus ou en dessous de la température cible, sauf que la ventilation va s'arrêter aussi. Donc c'est un mode dans lequel le chauffage en entier, combustion et ventilation, s'arrête lorsque la température à l'intérieur est supérieure de 1 degré à la température cible et redémarre lorsque la température intérieure est inférieure de 2 degrés à la température cible. Alors c'est le système que j'utilise le plus fréquemment en fait parce que c'est un système qui est parfaitement adapté aux endroits un peu tempérés. Vous savez, par exemple, s'il fait 7 ou 8 degrés dehors, vous avez besoin d'utiliser votre chauffage, mais si vous l'utilisez en permanence, la température va vite monter à 20, 21, surtout avec un chauffage puissant. Et donc, ça ne va pas être bon. Et puis surtout, il va se mettre en mode de combustion minimale. Alors que dans ce mode-là, quand la température arrive au-dessus de la température cible, tout s'arrête. Le chauffage et la ventilation, et tout redémarre une fois qu'il est bien en dessous de la température cible. Donc ce mode est intéressant parce que c'est le plus économe. C'est le seul mode où l'intégralité du chauffage, combustion et ventilation s'arrête quand il n'y en a pas besoin. Donc ça consomme moins d'électricité et moins de gasoil. Et surtout, c'est le seul mode dans lequel vous avez un peu de répit en termes de bruit de ventilation. Ce chauffage est un chauffage qui fait un petit peu de bruit. Et donc, quand la ventilation est en route, on l'entend. Et dans ce mode-là, c'est plutôt pas mal parce que quand la température est supérieure à la température cible, tout est arrêté, y compris la ventilation. Donc ça aussi, c'est une des raisons pour lesquelles je l'utilise de manière assez fréquente. Et comme pour les autres modes, vous pouvez choisir la durée de l'infini à 12 heures par pas de 5 minutes avec 30 minutes minimum.
Donc ça, c'était les 4 modes de chauffage. Maintenant, on va regarder une dernière chose qui est le paramétrage des timers, de la minuterie. Vous avez 3 timers disponibles qui peuvent être utilisés indépendamment l'un de l'autre. Pour chaque timer, quand vous allez l'activer, vous allez pouvoir régler l'heure de début, la durée en minutes, sélectionner le type de jour que vous voulez utiliser. ED, c'est tous les jours. EW, c'est que les jours de travail, donc c'est du lundi au vendredi, ça ne marche pas le samedi et le dimanche. Donc ça, bien entendu, pour utiliser le timer, il faut que votre heure soit bien réglée, et le jour aussi, et la date aussi. Et enfin, vous avez SEL, qui est la sélection des jours que vous voulez utiliser. Vous avez un petit tableau qui vient s'afficher. Donc on va, par exemple, si on prend tous les jours, on vient régler un timer, tous les jours, on valide, on va choisir le mode de fonctionnement. On peut avoir chauffage. Alors là, je ne sais pas quel mode ça utilise. Je ne sais pas si ça utilise le mode thermostat ou le mode température. Vous pouvez avoir le mode chaleur plus ventilation. Donc ça, c'est un des modes de chauffage qu'on a vu. Ou tout simplement la ventilation seule. On va se mettre en mode chauffage, même si on ne sait pas comment ça marche. On va valider. Et puis voilà, ça s'arrête là. Alors, je ne sais pas si vous avez bien remarqué, mais il y a quand même un gros problème dans ces timers. C'est qu'il n'y a pas de température. C'est-à-dire qu'on ne peut pas régler, on ne peut pas affecter une température à un timer. Ce qui me semble quand même être une grosse bêtise, parce que moi, l'intérêt du timer, par exemple, c'est de dire, la journée, je voudrais que ça ne dépasse pas 17 degrés, que la température dans le fourgon soit à 17 degrés, et la nuit, je voudrais qu'elle soit à 12, 13, 14, je ne sais pas. Mais ça serait intéressant, puisque je réglerai mon timer, par exemple, de 20h30 à 7h du matin à 13 degrés, et puis un autre timer qui démarrerait à 7h du matin jusqu'à 20h avec 16 degrés, par exemple. Ça, ce serait une utilisation intéressante. Or, on n'a pas la possibilité de régler la température dans le timer. Alors ça, je pense que c'est une grosse bêtise et franchement, ça enlève tout l'intérêt de l'utilisation du mode timer sur ce chauffage et c'est ce qui explique pourquoi je ne l'utilise pas. Hop, d'ailleurs, on va l'éteindre. Voilà. Donc, je n'utilise pas de timer. Ceci dit, si vous n'avez pas besoin de régler la température, mais uniquement des périodes où le chauffage marche, sachant que la température, c'est la dernière température cible que vous avez utilisée, qui va être utilisée, bien entendu. Donc si vous n'avez pas de différence entre le jour et la nuit, que vous voulez garder par exemple 16 degrés, vous voulez avoir 16 degrés le matin au réveil quand vous petit déjeunez et 16 degrés le soir quand vous mangez et pas de chauffage la nuit, ça peut se justifier, vous pouvez l'utiliser comme ça. Moi en tout cas, ce n'est pas le cas, donc je ne l'utilise pas. Voilà, bon, on a fait le tour du fonctionnement du panneau de commande et du chauffage. Et maintenant, je vais vous donner quelques explications sur mon retour d'utilisation, sur la manière de l'utiliser et sur les erreurs à ne pas commettre parce que finalement, c'est un chauffage qui est très efficace, qui marche bien, mais qui est un peu sensible à l'utilisation et à l'installation et je vais vous en parler maintenant. On vient de voir qu'il y avait 4 modes de chauffage. Il ne faut pas penser que ces modes sont opposables. Ils sont en réalité complémentaires et vont être plus ou moins adaptés selon la situation. Voilà d'ailleurs comment je les utilise dans mon fourgon. J'essaie d'avoir des températures dédiées en fonction de mon activité. La nuit, je cible 13 à 14 degrés et le jour, lorsque je bosse sur mon ordi ou que je mange par exemple, je monte à 16-17. Et lorsque je quitte le véhicule, je laisse 10 degrés. Lorsque je suis dans des températures extérieures supérieures à 0 degrés, j'utilise le mode thermostat, qui est le plus économique. La variabilité de température de 3 degrés ne me gêne pas particulièrement et j'apprécie vraiment les périodes de silence lorsque le chauffage est arrêté. C'est le seul mode qui peut être laissé en permanence sans que le chauffage ne fonctionne tant qu'il n'en a pas besoin. Dans cette situation, je n'ai qu'à modifier la température 2 fois par jour et il n'y a pas de risque de dysfonctionnement. Lorsque je suis dans des températures négatives, je passe par contre en mode température. Parce que plus il fait froid, plus la durée de fonctionnement du chauffage est importante et donc il devient logique de le faire fonctionner en permanence avec variation de puissance. Enfin, lorsque j'ai besoin de bricoler dans la soute par exemple, par température négative, et que j'ai donc une entrée d'air permanente très froid, je passe en mode puissance au max afin de compenser. Ça ne dure jamais longtemps et cette compensation temporaire consomme à peu près autant que ce qu'il aurait fallu pour revenir à la température initiale. Ça évite du coup les gros écarts de température qui touchent la structure même des matériaux dans le fourgon. Alors, je n'utilise pas le mode ventilation plus chaleur qui ne m'apporte absolument aucun avantage par rapport aux autres modes. Après, libre à vous de l'utiliser, c'est pas forcément un mauvais fonctionnement. Maintenant, on va regarder un petit peu ce qu'il faut respecter pour que ce chauffage marche bien dans toutes les circonstances. Tout d'abord, au niveau de l'utilisation. Ces chauffages ont un petit défaut bien connu, c'est qu'ils n'aiment pas fonctionner à des puissances de combustion basses.
Parce que dans ce cas, il s'encrasse vite à cause des suies mal brûlées, ce qui génère un moins bon rendement, donc une capacité de chauffage plus faible et une consommation plus importante. Et si on continue à l'encrasser, alors là il ne démarrera carrément plus. En conséquence, il ne faut pas le faire fonctionner trop longtemps en puissance de combustion trop basse. C'est pour ça que je n'utilise pas le mode température lorsqu'il fait plus de 0 degrés. Prenons un exemple. S'il fait 5 degrés dehors avec une température cible de 13 degrés, la combustion sera souvent à sa puissance minimale et le risque d'encrassement sera donc réel. Voilà pourquoi dans ce cas, j'utilise le mode thermostat. Par contre, lorsque la température extérieure est basse, comme on l'a vu, là je peux passer en mode température parce que la puissance de combustion sera de toute façon élevée quasiment en permanence. Et dès qu'on utilise un mode à puissance variable, comme le mode puissance ou le mode température, il faut quand même prendre soin de faire fonctionner assez fréquemment son chauffage à fond pendant 30 minutes pour le décrasser. Moi je le fais tous les jours si j'utilise le mode température et une fois par semaine dans tous les cas. Autre petite chose à penser, c'est en zone très froide, il faut utiliser du gasoil spécial température basse ou un additif pour éviter que la ligne d'alimentation en carburant ne gèle. Mais ça vaut aussi pour le moteur du fourgon, donc a priori, il n'y a pas de souci. Passons maintenant aux choses à respecter lors de l'installation. Il faut alimenter le chauffage en électricité avec une section de câble de 6 mm² au minimum, voire plus s'il y a plus de 4 mètres de longueur de câble. En cas de température extérieure très basse, le préchauffage aura besoin de puissance, environ 15 A, pour amener la chambre de combustion à une température compatible avec la combustion du gasoil. Si la section de câble est trop faible, la puissance ne passera pas et le chauffage ne pourra pas démarrer. Et malheureusement, ce sera dans les moments où le besoin est le plus important. De la même manière, il faut passer en direct sur la batterie ou un distributeur de puissance comme mon Lynx. En passant par un interrupteur, l'ampérage pourrait être trop limité et le risque d'endommagement et ou de dysfonctionnement serait alors important. Il faut aussi penser à faire en sorte que la prise d'air de combustion soit toujours libre. Il faut la vérifier fréquemment si elle est sous le véhicule, parce que le risque d'encrassement est réel, avec de la boue ou de la poussière accumulée. Et en cas de grosse chute de neige, il faudra aussi veiller à maintenir un espace déneigé à proximité de la prise d'air pour que le chauffage ait toujours assez d'oxygène disponible. Enfin, dernière chose, la sortie d'échappement doit bien se faire vers l'extérieur du véhicule afin que les gaz de combustion ne restent pas sous le fourgon et soient aspirés par l'admission. Ça créerait là aussi un dysfonctionnement important. Bien entendu, la sortie d'échappement doit aussi être toujours libre. Et dernière chose, mais probablement une des plus importantes, c'est penser à éloigner au max l'échappement du chauffage de la ventilation basse du véhicule. Mais aussi à s'équiper d'un bon détecteur de monoxyde de carbone. Là, on parle vraiment de risque d'asphyxie. Avec le respect de ces règles, ce chauffage n'apportera que des satisfactions et ne lâchera pas en pleine nuit, comme pourrait le faire un chauffage au gaz dont la bouteille est vide par exemple. Le seul défaut que je lui trouve reste le bruit non négligeable et je vais d'ailleurs isoler le coffre dans lequel il est installé pour l'hiver prochain. Un petit mot sur une solution de montage que je vois souvent apparaître sur les réseaux sociaux et dans mes commentaires. Il s'agirait de mettre l'admission d'air de combustion à l'intérieur de l'habitacle. C'est une solution qui semble en effet idéale puisque l'air aspiré sera bien plus chaud, ce qui générera une meilleure combustion et donc une consommation plus faible. Sans compter un démarrage beaucoup plus facile du chauffage par temps très froid, avec un appel de puissance électrique bien inférieur. Cependant, je ne pense pas qu'avoir un tuyau directement relié à une chambre de combustion et qui donne dans l'habitacle soit une bonne idée. En cas de problème sur le ventilateur d'admission d'air, on peut vite se retrouver avec un retour de gaz d'échappement dans l'habitacle et donc une bonne quantité de monoxyde de carbone. En montage permanent, ça me semble donc peu sécurisé. Par contre, prévoir un passage dans le plancher pour faire passer les tuyaux d'admission lorsqu'il fait vraiment très froid, ça peut être une solution temporaire acceptable. Mais dans tous les cas, pour ma part, pas question d'utiliser cette solution la nuit. Un chauffage diesel est de mon point de vue la meilleure option pour un véhicule aménagé. Et il permet éventuellement d'envisager de se passer de gaz dans un fourgon. D'ailleurs, si tu veux savoir pourquoi il n'y a pas de gaz dans le mien, cette vidéo devrait t'intéresser. Allez, à la semaine prochaine. Ciao.